Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Nous parlerons du taux de pauvreté inférieur à 20%, selon en tout cas le souhait du Premier ministre, parlant du projet d'élaboration du PND 2026-2030. Et ensuite, nous aborderons cette question. Alors, depuis quelque temps, des soldats qui appartiendraient à l'armée burkinabé seraient rentrés en territoire ivoirien. Cet incident fait couler beaucoup d'encre et de salive. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Nous en parlons maintenant dans cette émission. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre tout de suite. Comme tous les soirs, vous êtes là, de plus en plus nombreux, de partout dans le monde. Bonsoir encore une fois et bienvenue. Ce soir, nous avons Herman Aboua. Herman, bonsoir. Bonsoir Christelle. Merci d'être là. Très belle couleur. Merci beaucoup, très cher. Daouda Koulibaly, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Marius Komoé, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir ce soir. Christelle, bonsoir à tous et à toutes. Alors, pendant le séminaire gouvernemental sur le plan national de développement, donc le PND 2026 et 2030, le Premier ministre a émis donc un souhait. Nous voulons passer à un taux de pauvreté inférieur à 20%. Herman, comment est-ce que vous trouvez cette vision du chef du gouvernement de Côte d'Ivoire? Oui, je dis qu'un gouvernement qui ambitionne de réduire le taux de pauvreté, c'est toujours intéressant. On ne va pas nier le fait que, selon les chiffres, jusqu'à maintenant, on était à 55% de taux de pauvreté. Les chiffres indiquent qu'on est à 37,5%. On n'a pas fait le débat sur la véracité de ces chiffres-là. Je crois que les Ivoiriens, chacun à son niveau, ressent comme il peut ces chiffres-là. Mais au-delà de cela, moi, c'est l'intitulé du programme national de développement on parle de 2026-2030. C'est vrai que le gouvernement se projette dans le futur, mais je pense bien que ça aurait été plus juste de faire, plus rationnel, de faire un plan sur 10 années, parce qu'on ne sait pas encore le quinquennat prochain quel gouvernement qui va le diriger. Donc c'est vrai, c'est bien de baliser, mais si jamais il y a une alternance politique en Côte d'Ivoire, cette alternance-là peut remettre en cause ce PND qui ne sera pas forcément le reflet de ce que ce nouveau pouvoir en place aurait pu... Mais diriger, c'est prévoir en même temps. Oui, mais quand on prévoit comme ça, c'est pourquoi je dis que si la période était assez longue, on se disait que ça allait être... On a vu ici les 15 années de l'éléphant, ouais, les 12 chantiers de l'éléphant. C'est un programme sur une longue période que d'autres gouvernements qui venaient pouvaient utiliser pour implémenter. Mais lorsque la période est aussi courte, c'est comme si finalement le gouvernement actuel se projette dans le prochain quinquennat. Ça peut être une vision réaliste pour le gouvernement actuel, mais je vais dire qu'il faut toujours rationaliser, il faut toujours faire en sorte que de tenir compte de la prochaine élection présidentielle. Très bien. Qui peut redistribuer les cartes. Daouda, alors il faut dire que le taux de pauvreté en 2011 était de 55% en Côte d'Ivoire et de 2011 à 2021, il est passé à 37%, soit la baisse la plus importante depuis 1985. Cette volonté du chef du gouvernement préparant donc le PND 2026-2030, pour vous, semble-t-elle intéressante ou vous dites il y a encore, on a peut-être des efforts à faire, on n'est pas sûr d'atteindre ce taux-là? Tout à l'heure, vous avez dit diriger, c'est prévoir. Effectivement, pour tout bon dirigeant, il faut prévoir, il faut anticiper sur les choses. Et je pense que l'organisation de ce séminaire gouvernemental sur le PND 2026-2030 répond à plusieurs enjeux stratégiques pour la Côte d'Ivoire. Dans le premier point, c'est l'évaluation des progrès et l'ajustement des stratégies. Parce que le gouvernement, en organisant ce séminaire gouvernemental-là, veut faire en fait le bilan du PND 2021-2025 pour mesurer son impact sur la croissance et l'emploi. Ce séminaire en fait va permettre en gros d'ajuster les priorités au niveau économique.
Et dans le deuxième point, c'est qu'ici, c'est qu'ils vont accélérer la transformation économique. Donc, l'objectif affiché du gouvernement, en fait, de Côte d'Ivoire est de faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenu intermédiaire où les gens pourront au moins toucher, avoir, comment on appelle ça? Comme SMIG. Non, pas SMIG, j'ai oublié le terme. 4 000 US euros, c'est-à-dire que le revenu par habitant. Le revenu par habitant, voilà. Et la volonté d'industrialiser la Côte d'Ivoire. Bon, ici, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a atteint un cap. Donc aujourd'hui, on a des matières premières. Chaque fois, sur ce plateau, on se plaint. Donc eux-mêmes, ils en sont conscients. Donc aujourd'hui, ils se disent, OK, on est en train d'amorcer l'industrialisation de notre pays. Donc quand on amorce l'industrialisation de notre pays, il va falloir aussi que nos matières premières, comment est-ce qu'on les transforme localement, de sorte à ce que ce revenu-là puisse augmenter. Voilà, puisse augmenter et que le maximum de personnes puissent en bénéficier. La dernière chose sur laquelle je vais revenir, c'est que le séminaire permet en fait aujourd'hui, avec tous ces pléthores de ministres-là, de partager des expériences internationales et d'identifier les modèles de croissance. Parce qu'il y a des experts qui ont rejoint le séminaire. Voilà, justement. parce que l'idée, c'est vrai que on aurait pu aller sur 10 ans, 15 ans, pourquoi pas 30 ans, 50 ans. Mais je pense que aller de 5 ans à 5 ans, un projet, il doit être... les analystes parlent du projet, il faut qu'il soit smart, il soit mesurable, atteignable. Toi, quand tu fais l'analyse SWOT, tu te dis, dans un délai de temps, je dois pouvoir faire ci et ça. Donc, si le projet, pour moi, va sur une très longue durée, finalement, quand tu regardes la population ivoirienne qui, de plus en plus, est exigeante, elle a besoin de résultats. On se rappelle tous, effectivement, des 12 chantiers de l'éléphant de l'Afrique. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un projet continu, mais au début, beaucoup de personnes en riaient. Pour eux, c'était juste qu'on appelle ça, de l'ordre de l'utopie. Mais aujourd'hui, ça se réalise. C'était à long terme. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin d'avoir des choses véritablement concrètes dans les mains. Ils veulent ressentir les choses au jour le jour, en fait. Alors, Daouda, je reste avec vous. Est-ce qu'on peut regarder un petit bilan du PND 21-25 ? En termes de PND du 2020, bilan du PND 2021-2025, je pense qu'en termes de croissance économique, macroéconomique, les chiffres sont là. Les chiffres parlent et c'est assez réel. Maintenant, là où il y a peut-être quelques petits problèmes, c'est peut-être que c'est au niveau microéconomique. Sinon, en termes d'infrastructures économiques, ça se voit. Qu'on appelle ça, que ce soit les dispensaires, les routes, les écoles, toutes ces choses-là ont été construites. Dernièrement, lors de la dernière adresse du président à la nation, il le disait, il y a près de 962 qu'on appelle ça, établissements scolaires qui ont été construits. Ce qui n'a pas été fait en son temps sous feu Félix Houphouët-Boigny et feu Henri Konan Bédié et même Laurent Gbagbo qui sont là. Donc, ça veut dire que le bilan, pour moi, il est très positif. Aujourd'hui, à moins de 5 km, toutes les populations peuvent aller se soigner à moins de 5 km. Là, quand tu regardes l'accès à l'électricité aujourd'hui, on est en train d'atteindre la barre des 100%. Maintenant, c'est l'eau. La question de l'eau qui est en train de devenir, qui est un challenge, mais je pense qu'à ce niveau-là, ils sont en train aussi... Donc, des choses ont été faites sur le 25, mais ils sont en train de travailler dessus. Et je pense que c'est à ce niveau-là que ce séminaire-là va permettre justement d'évaluer ce qui a été fait, et véritablement d'ajuster, comment on appelle ça, ces stratégies-là. Très bien. Marius, comment avec vous? On va regarder donc ce qui doit être fait pour justement atteindre ce taux de 20%. Dans quel secteur devrons-nous investir le plus? Alors, moi, quand je dis tout ça, bon, en fait, nous, on est des sachants. Parce que nous travaillons avec les différents régimes qui se succèdent depuis des années en notre qualité de responsable de la société civile. Tout à fait. Je ne comprends pas pourquoi toujours il faut refaire les mêmes choses. Peut-être c'est pour justifier des sorties d'argent. C'est-à-dire, Marius, comme moi, c'est fort ça. Moi, je vais vous dire une chose. Dites-nous. On a conçu ce qu'on appelle le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté dans ce pays. Tout à quelle sous époque, le président déjà Laurent Gbagbo. Et à l'initiative des bailleurs de fonds. FMI, Banque mondiale, UNFPE, toutes les institutions des Nations Unies ont obligé la Côte d'Ivoire à rédiger un document assez volumineux qui contient tous les aspects de la vie sociale, économique
culturelle de ce pays. Et vous étiez dans le dispositif. Mais hein. bien entendu, pour ça, on a fait des séminaires. Tant à Bassam, Ayam Sokro, le métronome, le patron qui avait en charge de piloter justement la rédaction de ce document important de l'État, sous l'initiative des bailleurs de fonds, s'appelle Diaby Danciné, qui après a été nommé directeur général du fonds d'entretien routier. C'est lui qui a permis à la Côte d'Ivoire, on ne le dit pas assez, les politiques se sont appropriés sa réussite, mais c'était lui, sous le ministre Paul-Antoine Boum-Boabré. Moi, comment j'étais là? Et donc, dans le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, vous avez d'abord les problèmes dans tous les secteurs d'activité pour réduire le coût de la vie, pour réduire la pauvreté. C'est-à-dire, quand vous êtes nommé même ministre, là, vous n'avez rien d'autre à faire que de prendre au niveau du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, en ce qui concerne votre département ministériel, les solutions sont proposées, les timings pour la mise en œuvre, tout est dedans. Pourquoi les gens se fatiguent? Et ce document partait de quand à quand, Marius Komoué? Mais le document, nous avons commencé la rédaction dans les années 2022, mais finalement, c'est en 2016, 2018 qu'on a... 2002, pardon. 2002, et c'est finalement vers 2008, 2006, 2008 qu'on a fini. Et donc, la Côte d'Ivoire a été éligible à l'initiative PPTE dans le secret espoir de voir sa dette être réduite. Mais il fallait donc ce document pour que les bailleurs de fonds acceptent justement de réduire la dette de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils voulaient savoir quelles sont les priorités au niveau de la Côte d'Ivoire. La question du genre, la question donc de la scolarisation, tout est là-dedans, y compris justement la question de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Comment on peut réduire le coût de la vie? Comment on peut vivre avec un seuil de pauvreté de moins de 20% si d'ordinaire on n'est pas industrialisé? On continue d'exporter nos matières de rente, nos produits, café, cacao. On n'a pas de valeur ajoutée. Alors, vous prenez des produits bruts, vous les envoyez à l'extérieur, on vous paye à vil prix, on vous ramène le produit transformé 1000 fois plus cher qu'on vous l'a acheté en produit brut. Et puis ça nous plaît, depuis 65 ans, on a là-dedans. Alors Marius Komoué, si, dans le document, je sais que vous l'avez devant vous, il y a justement toutes ces questions qui sont prises en compte dans le PND qui est proposé. Mais bien sûr. Alors, est-ce que vous vous dites, le document qui a été fait donc, sous le ministre Boum-Boabré devrait servir à ce gouvernement-là? C'est ce que vous dites? Mais l'État est une continuité. Après ce que nous sommes dans les mêmes réalités économiques. Mais bien entendu, nous sommes toujours dans les mêmes... Je vous dis que c'est un document qui a été rédigé pour au moins une quarantaine d'années de vie de la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas un truc on a pris comme ça et puis non. Les mêmes qui sont là, vous allez dans toute l'administration, la plupart de nos directeurs, les directeurs techniques, les mêmes, c'est qui? Les mêmes qui sont, c'est-à-dire ceux qui ont en charge les directions techniques dans les différents ministères, ont participé à la rédaction de ce document. Moi, j'envoie toujours encore au ministère du Plan, qui sont d'ailleurs des responsables, dont le directeur général d'un autre service qui m'échappe, mais tous ont participé à la rédaction de ce document. Ils sont aujourd'hui à des postes de responsabilité, mais qui informent le gouvernement et demander à chaque ministre de mettre en œuvre les points essentiels de ses activités en utilisant justement les recommandations du document, c'est tout. Daouda, votre point de vue, je vous voyais montrer votre désaccord avec les propos. Non, en fait, j'ai écouté mon grand frère Marius quand il parlait de documents de stratégie. De stratégie qui allait jusqu'à 40 ans. Jusqu'à 40 ans. À l'entendre, je souriais au fond de moi parce que j'ai l'impression que mon grand frère Marius, pour lui, le document le PND en fait, doit rester là ad vitam aeternam. Mais Marius, il faut se réinventer. Je pense, non, sérieusement, je le dis, c'est vrai que tu en ris, mais il faut se réinventer. Parce que quand vous avez élaboré ce document en 2002, les problèmes auxquels le pays faisait face, mais de 2002 à 2025, ça fait combien d'années? Ça fait pratiquement 23 ans. Donc, la réalité a changé. Entre ce temps et aujourd'hui, mais le monde a été confronté à 3 grandes crises majeures. La crise écologique, la crise sanitaire de Covid, la crise russo-ukrainienne. Donc, les enjeux ont changé, les perspectives ont changé. Donc, pour moi, le séminaire en question, ce n'est pas pour justifier une sortie d'argent. Diriger, c'est prévoir. Et donc,
face à ces nombreux enjeux et ces nombreux défis, il était important qu'il y ait ce séminaire-là, de sorte à ce qu'on puisse regarder clairement les choses dans le fond. C'est ce que je voulais juste dire très rapidement. Merci beaucoup, Herman. Un petit point et on passe au second sujet, bon, s'il vous plaît. Tout à l'heure, Daoud a évoqué la question de la transformation et Marius même veut revenir sur l'industrialisation. C'est cela. Moi, vraiment, c'est ce qu'il faut quand on sait que si on maîtrise la transformation de nos produits, que ça devient des produits finis, les gens vont venir chercher si c'est des produits qu'ils recherchent. C'est cela. Mais on parle souvent de transformation déjà qui est en implémentation. Mais en réalité, la transformation qu'on a aujourd'hui, par exemple dans le domaine de l'anacarde, on dit qu'on est à 30% dans la noix de cajou, 30% de transformation. Je pose toujours la question à savoir, c'est quel est le capital ivoirien qui gère cette transformation? C'est-à-dire quelle entreprise de droit ivoirien qui gère cette transformation? Très souvent, ces transformations qui sont faites au niveau local sont détenues par ces mêmes filiales internationales qui achètent généralement nos produits et qui ont un problème d'une semi-transformation avant de l'envoyer, de conditionner cela avant de l'envoyer à l'extérieur. Donc localement, ces gens-là créent des unités de transformation, mais ça ne nous appartient pas. Parce que la transformation dont on parle et qui va nous aider, c'est que lorsque nous, on a nos fèves de cacao, on a nos fèves de café, on arrive à produire du café, puisqu'on n'envoie plus ça à l'extérieur pour vendre, pour que les gens les transforment à l'extérieur, que nous-mêmes, on transforme ces produits-là. Et que parce qu'ils sont attachés dans leur culture gastronomique à ces produits-là, à la consommation, qu'ils viennent acheter avec nous. Et en ce moment-là, parce qu'on ne se détache pas de leurs pommes de terre, on ne se détache pas de leur camembert et autres, mais parce qu'on en a besoin, eux aussi, comme ils ont besoin de nos produits, ils vont venir acheter. En ce moment-là, on va le sentir dans nos finances. On prend même, car souvent, on vient ici, on développe sur la question du pétrole, de tout ce qui est mine. Mais en réalité, la Côte d'Ivoire détient 10% de tous les contrats. Donc, même si on a du pétrole, du gaz à foison, et que ce gaz-là ne nous appartient pas, ce pétrole ne nous appartient pas, je ne vois pas où est-ce qu'on a évolué d'un iota. Alors, donc, au total, la stratégie donc proposée par le gouvernement, c'est regarder tous ces aspects-là et puis faire en sorte que d'ici 2026, 2030, on puisse arriver à tous nos souhaits sur ce plateau-là. On va souhaiter donc plein de succès. Non, Marius, vous ne placerez pas un mot, on passe au second sujet. Vous savez bien que les sujets sont calibrés dans le temps. Oui, bien sûr, je vous en prie. Alors, je commencerai avec vous, Daouda. Je le disais à l'entame de ce temps d'antenne. Depuis quelques jours, il est rapporté du moins, que des soldats qui appartiendraient à l'armée burkinabé seraient donc vus en territoire ivoirien. Que se passe-t-il? On en parle, cela donc fait jaser sur les réseaux sociaux, il y a de l'inquiétude qui monte. Qu'en est-il exactement, Daouda? Que se passe-t-il dans la partie nord de notre territoire? Vous faites bien de commencer vos propos par des rumeurs. Effectivement, c'est le lieu pour moi d'attirer l'attention des uns et des autres qui sont sur Internet pour dire que sur Internet, tout n'est pas net. Il faut retenir ça. Sur Internet, tout n'est pas net. Parce qu'effectivement, depuis quelque temps, on assiste à des rumeurs de ce que, oui, de l'armée burkinabé accompagnée des VDP aurait pris ou bien aurait annexé une partie de la Côte d'Ivoire, tout et tout. Mais à la vérité, il n'en est absolument rien. Que se passe-t-il alors? Qu'est-ce qui se passe? La zone de Toubou, là où il y a eu l'attaque terroriste en son temps, pour ceux qui se rappellent bien, depuis 2021, 2020-2021, il y a Toubou, donc on a la carte. Voilà, vous voyez que c'est pratiquement une localité à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et vous savez bien que les frontières entre les pays, en fait, sont parfois source de tension. Parce que, à cause de la géographie, à cause de décisions politiques... C'est pas délimité, voilà, ce que vous dites. C'est pas délimité. Et au-delà de ça, nous, pour notre cas ici, il y a eu la colonisation dans nos États africains, pour la grande majorité. Et donc, les frontières qui ont été laissées par le colon en son temps avant de partir, souvent, c'est assez complexe entre les deux pays. Donc, ce qui se passe, il y a ce conflit-là entre les deux États. Et ça ne date pas de maintenant, ça date depuis 2021. Conflit donc sur cette partie de terre. Sur cette partie de terre-là, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et ça date depuis, je crois bien, Roch Kabori. Les deux États ont resté
à la commission paritaire des frontières, où ils sont allés discuter là-bas. Le temps que cette commission puisse décider de dire cette partie appartient à l'État de Côte d'Ivoire, cette partie appartient à l'État du Burkina, les deux États d'un commun accord ont décidé d'utiliser en fait le GPS de Google Maps. Et que dit le GPS de Google Maps? Bon, vraiment, le GPS, souvent, ça dépend de la position où on se trouve. Oh. Mais non, je le dis parce que souvent, même nous, on a Abidjan, c'est souvent, tu dis au GPS, va ici, il t'amène là-bas. C'est cela. Donc, ça arrive. Vous vous rappelez que dernièrement, il y a 2 gendarmes ivoiriens qui, dans la poursuite, se sont retrouvés d'un côté du Burkina. Mais il y a aussi 2 policiers burkinabés qui se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Oui. Non, même pas VDP. Il y a eu des policiers avant même. Avant même les VDP. Donc, l'un mis dans l'autre. Les vidéos là sont, comme on connaît la situation qui prévaut entre les 2 États actuellement, il y a chaque fois des situations entre les 2 pays. Donc, ce que tu aimes appeler généralement les ennemis du progrès ont tendance à venir diffuser ces vidéos-là, à faire croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le pays est pris en otage. C'est assez compliqué. Et pourtant, vous vous rappelez de la rencontre entre le ministre d'État, le ministre de la Défense Télé Birahima et le ministre de la Défense burkinabé à Niangologo dans l'affaire des 2 gendarmes où il y avait discussion. Mais cette discussion a eu lieu parce que l'État de Côte d'Ivoire a toujours demandé à ce que la patrouille mixte qui existait en son temps entre l'État du Burkina et l'État de Côte d'Ivoire, qu'elle puisse revenir. Parce que la guerre auquel le Burkina fait face, la Côte d'Ivoire l'a aussi subi. Et la Côte d'Ivoire aussi le subit. Donc, cette guerre asymétrique auquel nous faisons face, personne ne peut gagner cette guerre-là. Donc, l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'adopter la position de la diplomatie pour discuter, pour qu'on puisse trouver de très bonnes situations. Très bien. Il est mieux. Je pense que c'est le lieu de dire aux uns aux autres qui sont en train de s'époumoner sur les réseaux sociaux que franchement, il n'en est rien. Ce n'est juste que des rumeurs. Très bien. Alors, sur le point de Daouda, on comprend donc qu'il y a c'est difficulté. juste indifférent. Oui, quand on regarde un peu, sur cette partie de terre, il n'y a pas de tracé, c'est cela. Et donc, du coup, si je peux terminer par ça, c'est le lieu pour moi en fait d'attirer l'attention de nos pouvoirs publics. Si la commission paritaire décide, il ne faudrait pas qu'on attende. Aujourd'hui, on a tout bon, mais on a d'autres frontières un peu partout avec le Ghana, le Mali, la Guinée et autres. Souvent de fois, quand je regarde cette situation, je me dis, est-ce que Donald Trump, finalement, le président américain, n'a pas raison? De mettre un mur. De mettre un mur. Très bien. Au moins, on le sait clairement, c'est délimité. Tout le monde le sait. Si tu passes, tu es de l'autre côté. Mais chez nous ici, les frontières sont délimitées par des fleuves, par des rivières, par un lopin de terre, par une forêt, par une voie. Non, ce n'est pas normal. Donc, ce n'est pas bon. Très bien. Donc, en attendant l'affaire à la commission donc, de délimitation des frontières, c'est ce que vous nous dites, Daouda. Marius Komoé, après le point de Daouda, commentaire et analyse. Oui, nous faisons la mer constat de ce que la situation des rapports fraternels, j'allais dire, qui unissaient depuis des années la Côte d'Ivoire et le Burkina, tend à s'effriter depuis l'avènement du président Traoré au pouvoir au Burkina. Et nous constatons également avec amertume que cela fait, si je ne m'abuse, la 8e ou la 9e, pour ne pas dire le 8e ou le 9e incident que nous constatons dans les rapports entre forces de l'ordre aux frontières des 2 États. On se rappelle de l'histoire de la situation de Kafolo, voilà, qui était le 7e incident. Et après Kafolo, on a eu un autre incident. Et maintenant, cet incident au niveau donc, de la zone de Touba. Bon, ouais. Il faut bien que nos gouvernants agissent dans l'intérêt supérieur des 2 États, de sorte à nous éviter justement un autre conflit. Et c'est en cela que je salue l'attitude du ministre d'État, ministre de la Défense, qui tout de suite a préféré la voie du dialogue et de la discussion que nous avons de tout temps appelé sur ce plateau. On va éclairer la lanterne de nos populations. Qu'est-ce qu'il a fait, le ministre d'État? Il a tout de suite commencé le dialogue avec son homologue burkinabé. Le dialogue qui n'avait jamais été rompu. Non, le dialogue n'a jamais été rompu. D'ailleurs, c'est ce qui nous a toujours évité les problèmes que nous avons, les incidents que nous avons constatés avec, permettez-moi l'expression, parce que les vidéos que nous avons pu voir l'attestent aisément. Dans des vidéos, vous voyez le zèle de certains soldats vraiment burkinabés qui pourraient naturellement envenimer
la situation si d'ordinaire nos soldats n'avaient pas de tempérance, si d'ordinaire nos soldats voulaient naturellement répliquer à ce zèle-là. Et je pense qu'on doit être fiers de nos soldats qui sont quand même à nos frontières, parce que leur sens de la tempérance, leur sens de la responsabilité nous a fait éviter certainement des échanges de coups de feu qui auraient pu partir à tout moment, si on s'en tient aux vidéos que nous avons pu voir sur les réseaux sociaux. Et donc, nous remercions nos gouvernants et nous continuons de les appeler à privilégier la voie du dialogue, parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina, on ne le dira jamais assez, c'est deux pays frères qui vivent depuis des années comme des enfants d'une seule mère, et on nous serait naturellement, pour des questions d'ordre politique, et pour des besoins d'intérêt politique, mettre à mal justement la fraternité qui unit ces deux pays. Herman, votre analyse justement sur le sujet? Non, moi déjà, j'allais poser la question à Daouda. Il semblait tellement introduit. Est-ce qu'il peut rassurer les Ivoiriens aujourd'hui? S'il y a des forces, comme on l'a dit dans le rumeur, comme il appelle ça des rumeurs, militaires, paramilitaires burkinabés aujourd'hui, à Toubou ou dans les autres localités, comme ça s'est dit, est-ce qu'il peut rassurer les Ivoiriens aujourd'hui qu'il n'y a pas d'existence de ces forces-là dans ces localités? Parce que je crois bien qu'on est en face là d'un problème de surveillance de nos territoires, et surtout les limites. Il a bien fait de les évoquer. Ces limites-là, ce sont les limites généralement naturelles qui, je veux dire, qui ne sont pas... Il n'y a pas de délimitation, bien de barrières physiques, matérielles pour pouvoir les constater. Donc, il n'y a que des forces par moment, de bonne ou de mauvaise foi, font des incursions sur de l'autre côté. Souvent, ils ne s'en aperçoivent même pas qu'ils sont sur un autre territoire, un territoire étranger, puisqu'il n'y a rien qui le matérialise. Moi, je pense que c'est cela que les autorités burkinabées et ivoiriennes doivent pouvoir travailler à ce qu'au niveau de nos frontières, qu'il y ait des délimitations matérielles, ça veut dire avec des barbelés, je ne sais pas quoi, et qu'on a quand même des forces de défense et de sécurité, quand on amène certains contingents pour surveiller nos frontières. Parce que c'est quand même gênant que des populations, finalement, c'est-à-dire que soit à la merci souvent de terroristes et autres, parce que quand on regarde, souvent ces populations-là sont sans repère vis-à-vis. Il y a des forces de défense qui sont là. Oui, les forces de défense et de sécurité qui sont là, mais on empêche qu'il y a des incursions de part et d'autre de cette frontière. Donc, s'il doit y avoir, comme Daouda l'a dit, des patrouilles mixtes, que ça doit reprendre, il ne faudrait pas qu'on t'investe là-dessus. Il peut y avoir des conflits entre nous, mais le plus important, c'est la sécurité de nos populations, la défense de nos lignes de frontières. Donc, moi, je pense que ce problème de surveillance du territoire, il faut remédier à cela. S'il faut faire en sorte que, de commun accord des autorités, par des échanges entre États, qu'on puisse trouver la solution pour définir et mettre je veux dire que des marques physiques pour pouvoir... Parce qu'il ne s'agit pas de mettre une borne là, pour dire de l'autre côté là. Parce que ça se voit aussi... Vous pensez à un mur comme aux États-Unis pour séparer? Non, je ne parle pas de mur forcément, mais même s'il y a des présences de part et d'autre, qu'il y a une ligne avec des barbelés et autres, ça peut monter. On l'a vu même en Corée du Nord comme en Corée du Sud. Ce sont deux pays différents, mais ils ont quand même des traces matérielles. Et non pas... Tu vois, à l'Est, par exemple, à la frontière avec le Ghana, souvent, c'est le même village, c'est juste la rue centrale qui est la frontière. De l'autre côté, ils ont des cousins. Ils ont des frères de l'autre côté de la voie. Et vous pensez qu'on pourrait mettre des barbelés là pour séparer justement ce village? Pour séparer, puisque ça pose problème. C'est votre solution? Pour moi, il faut qu'il y ait des marques matérielles pour pouvoir délimiter nos frontières. Et non pas qu'on se dise que de l'autre côté là-bas, comme c'est la forêt de Hit, après la forêt de Hit, c'est la Côte d'Ivoire ou bien c'est le Burkina. Alors, Daouda, le point ici, c'est la délimitation et la sécurisation de nos frontières. En attendant que, justement, la Commission puisse donner son verdict, les deux États se disent, on va s'en tenir à ce que Google Maps dit. Bon, on sait bien que le Google Maps, en fonction de la position, comme vous l'avez dit, ça peut varier. Comment on gère, justement, cette situation d'incursion à tout moment? Est-ce qu'il faut que les deux États justement, s'asseyent et puis trouvent un modus operandi, justement, sur cette zone-là? Mais pour cela, il faut qu'on puisse bien s'entendre. Je peux me tromper. Quel est votre point, justement, Daouda?
Avant de venir à ce point-là, permettez-moi de vous donner quelques exemples de cette situation qui n'est véritablement pas inhérente à la Côte d'Ivoire, parce que les légers conflits ou les conflits aux frontières, il a parlé de la frontière nord-coréenne et sud-coréenne, mais au-delà de ça, on a le Cachemire. Le Cachemire qui est une région qui est disputée entre 3 pays, c'est-à-dire l'Inde, le Pakistan et la Chine. On a le triangle d'Ilemi qui est disputé entre le Kenya et le Soudan du Sud. Mais il y a un qui est très proche de nous et qui fait beaucoup de bruit, mais bon, ce n'est pas aller plus loin que ça. C'est le Sahara occidental, entre le Maroc et le Front Polisario qui est soutenu par l'Algérie. Donc, c'est des choses qui se gèrent. Comment ça se gère? Avec la commission paritaire des frontières, ça va se gérer. Le cas en attendant que ça se gère, justement. Je viens. Le cas qui fait que ça devient compliqué. Tout à l'heure, Marius parlait de la frontière du Ghana. Oui. Le village, Marius? Il a dit Takikro. Takikro, vous êtes à Takikro, vous voyez le Ghana de l'autre côté. Tout dépend des relations que nous avons les uns avec les autres. On n'a pas ce souci au Ghana. On n'a pas ce souci avec le Ghana. On n'a pas ce souci avec le Libéria. On n'a pas ce souci avec la Guinée. Vous comprenez? Donc, quand la situation devient un peu tendue entre les pays, c'est pour ça qu'on arrive à ce genre de situation. Parce que je suis presque sûr et certain, M. Henri Konan Bédié, paix à son âme, s'est toujours réclamé ghanéen. Adjoumani, porte-parole du RHGP, se réclame ghanéen. Marius Komoué qui est là aussi. D'origine ghanéenne. On n'est pas ghanéen, on est ivoirien. Merci beaucoup pour la précision. Il ne faut pas me revenir avec... Non, c'est pas grave. Non, vous êtes ivoirien. Vous êtes ivoirien. C'est juste un abus de langage. C'est pour dire que c'est vrai que tout à l'heure, on parle de... Il faut qu'il y ait de vraies délimitations, mais mettre des barrières, des barbelés, des murs. Ce n'est pas nécessaire parce que je suis presque sûr et certain que Marius Komoué, au niveau d'Anuassié, il a des frères qui sont de l'autre côté de la frontière. Et ça, nous le revendiquons. Il a souvent envie d'aller les voir. Eux aussi, ils ont envie de revenir. Merci beaucoup, Marius. Voilà. Donc, mais de nationalité ivoirienne. Très bien, donc, merci. Moi, tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut que, dans un premier temps, et là, je m'adresse aux autorités burkinabées qui, lorsqu'elles sont arrivées, elles ont mis fin à cette patrouille qui existait entre les 2 États qu'on appelait l'opération Komoué en son temps. Les 2 États, ça allait très bien, il n'y avait pas de problème. Parce que je le disais tantôt, la guerre qui est menée contre cet ennemi, plus ou moins en griffe invisible, Herman, Et on termine Daouda sur ce sujet. Personne ne peut gagner cette guerre-là seul. Pour gagner cette guerre-là, Herman, il faut se mettre ensemble. Il faut de la coopération. Il faut de l'échange d'informations. Mais quand, de façon unilatérale, on décide, Herman, de mettre fin à cette coopération, mais il ne faut pas t'étonner qu'à un moment donné, les choses se compliquent. Et c'est pour cette raison que l'État de Côte d'Ivoire parle bien, et le ministre de la Défense, il a si bien dit, nous n'avons pas rompu la voie du dialogue. Il y a une porte dérobée. On va toujours discuter de sorte à ce que... Parce qu'aujourd'hui, tu parlais de tergiversation. On termine, Daouda. Non, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui tergiverse. L'État de Côte d'Ivoire a toujours maintenu la porte toujours ouverte. Et c'est ça l'âme des forts. C'est ce que Houphouët nous a appris depuis la nuit des temps. Je comprends qu'il n'a pas répondu à ma question, mais je n'ai pas évoqué le terme tergiversation. Peut-être que tu l'as Non, si, tu dis qu'il faut arrêter de tergiverser. Très bien. Alors, ce qu'on retient donc, ce que nous retenons, c'est que la Côte d'Ivoire souhaite donc aller à la voie diplomatique et gérer la question au niveau de la Commission des frontières. Bien sûr. Voilà. En attendant, il faut donc que le tracé convenu par les 2 États soit respecté par les 2 pays. Messieurs, regardons un peu la rétrocession du 43e BIMA. L'affaire avance très très bien. Marius Komoué, selon vous, quel impact cette rétrocession justement pourrait avoir sur la lutte contre le terrorisme, puisque la coopération n'est pas terminée, disait le ministre d'État, ministre de la Défense. Oui, bon, c'est nos autorités qui justement définissent la politique de coopération militaire avec des États étrangers ou des puissances étrangères au plan militaire. Bien évidemment, notre armée a besoin de se former, de continuer justement à être aguerrie. Et pour être aguerrie, il faut bien qu'elle se frotte à des forces beaucoup plus puissantes, à des forces qui une forte expérience en matière militaire. Et je pense qu'on peut tout reprocher à la France, sauf qu'elle n'a pas une force armée qui a un savoir-faire au niveau international. Cela dit, le 43e BIMA rétrocédé à nos forces de l'ordre, le ministre d'État, ministre de la Défense, a défini
sinon à expliquer comment désormais le 43e BIMA sera utilisé. Il a même parlé d'y installer un bataillon. Et il a même évoqué la question de faire des entraînements parce que par le passé, c'était beaucoup plus loin. Et cela, voilà, les entraînements se faisaient beaucoup plus loin par notre armée dans des conditions beaucoup moins, j'allais dire, reluisantes. Mais avec le 43e BIMA qui a toutes les infrastructures nécessaires à la matière, eh bien, notre armée va utiliser ce nouveau site naturellement pour sa formation, pour ses entraînements sur tous les plans. Et donc, il a même été loin en disant qu'ils envisagent également créer une école. Voilà. Bon, mais je pense que Daouda, comme il vient de le dire, il évoquera le sujet. Mais je puis vous assurer que ça sera utilisé à bon escient et dans l'intérêt supérieur des armées ivoiriennes. Daouda, il n'y a pas qu'Abidjan, la coopération continue par la formation, même du côté de Bouaké. Mais bien sûr, vous savez que quand je regarde, parce que je n'ai plus envie de dire le camp, le 43e BIMA, c'est désormais le camp Ouattara Thomas Dakin. Le camp est devenu ivoirien pour dire qu'on n'a pas besoin de prendre des trompettes, de prendre des tambours, taper. C'est la souveraineté dans toute sa splendeur qui vient de s'exprimer comme ça. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, ce camp qui revient à la Côte d'Ivoire, il y a 100 soldats qui vont rester. Parce que nous, qu'on le veuille ou non, pour pouvoir combattre l'ennemi, cette guerre asymétrique à laquelle le monde entier fait face, il faut avoir de l'expérience. Et je pense que cette expérience, forcément, on peut l'acquérir avec l'armée française, où il y a eu l'opération Fitlook, où l'armée américaine vient, l'armée belge, l'armée de pratiquement tout le monde entier, ils arrivent, ils font un entraînement au niveau de Jacquesville avec d'autres pays africains, pour dire que la formation va continuer. Et c'est la preuve par A plus B que s'il y a quelque chose avec lequel l'État de Côte d'Ivoire il ne joue pas, il ne s'amuse pas avec ça, c'est la sécurité. Parce que cette sécurité-là, Christelle, regardez-le bien, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 15 ans que les Ivoiriens ont renoué avec la stabilité politique et économique. Et ça, c'est l'œuvre des gens, des dirigeants qui prévoient les choses, qui ont à cœur de sécuriser. Parce que quand on parle, oui, les Ivoiriens ont faim, les Ivoiriens, on a trop faim, la vie est chère, la vie est ceci, c'est parce que tu es en sécurité. Et ça, je le dis toujours ici, en 2010-2011, on cherchait à payer, à acheter des boules d'attiqué à 1000 francs. Personne ne cherchait à savoir comment on mange, comment on fait ceci. Chacun fuyait parce que rien n'allait. Il faut sécuriser et je pense que c'est une très bonne chose. En tout cas, bravo encore au ministre de la Défense, bravo encore à l'État de Côte d'Ivoire. Et Merci, désolé pour cette fierté que je sors pour mon État. Très bien. Herman, votre point de vue justement sur la rétrocession qui avance à grands pas. Je vais peut-être, pour étayer mes propos, sortir quelques éléments de l'interview qu'a accordé le ministre d'État, ministre de la Défense, à notre confrère RFI, à la question quelle est la contrepartie à cette nouvelle coopération avec la France. Il répondait ceci: la coopération militaire continue avec la France. Il n'y a pas de rupture en réalité parce qu'une équipe de l'armée de l'air, la France, va s'installer à Bouaké, par exemple, où il y a des infrastructures appropriées pour la formation des pilotes ivoiriens. Donc la coopération continue en réalité. La France a voulu réarticuler son dispositif en Afrique. On ne peut que donc aller dans ce sens, mais la coopération continue. Bon, je comprends aujourd'hui que lorsque le président Macron disait que le départ des forces françaises était, je dis, de la volonté première des Français, c'est-à-dire que selon la France, et que des pays même souhaitaient que la France reste pour une autre forme de coopération. Je crois bien qu'aujourd'hui, avec les propos que je viens de sortir du ministre Ténébraïma, on comprend aisément que Macron avait carrément raison. Effectivement, la Côte d'Ivoire fait partie de ces pays qui souhaitent que la coopération militaire soit sous d'autres formes, notamment dans l'appui avec nos forces, parce que pour aider notre armée de l'air et autres. Maintenant, est-ce que c'est cette forme de liberté de départ de troupes françaises que les Ivoiriens dans leur ensemble souhaitent? Ça, je ne peux pas le dire. En quoi est-ce que le président français Macron, excusez-moi, en quoi est-ce que le président français Macron
avait raison, justement. Peut-être que vous retrouvez votre Kleenex, le temps que Daouda réponde. J'aimerais avoir son point de vue. Ou Marius, on va écouter Marius. J'ai voulu rebondir sur un détail des propos du ministre d'État sur la question de l'entretien, de la gestion même de ce camp, parce que l'entretien va coûter excessivement cher. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a les moyens que la France avait déployés pour l'entretien de ces infrastructures? En tout cas, la réponse du ministre d'État nous a rassurés. Il nous a dit que l'État de Côte d'Ivoire se donnera les moyens de trouver véritablement les finances nécessaires pour pouvoir entretenir à bon escient ce camp-là. Mais bon, nous restons... Quand on parle de rétrocession, ça veut dire que tout ceci a été analysé, évidemment, pour voir les moyens et tous les aspects techniques et tout, pour la gestion du camp, pensez pas? Oui, mais quand on parle également de trouver les moyens, c'est dans nos poches et nos porte-monnaies. Voilà, ça viendra nulle part. Parce que l'État, comme on le dit, c'est comme quand on parle de réduire le coût, la pauvreté à ceci, à cela. Très bien. Quand on parle de pression fiscale, on parle de ceci. Mais évidemment, s'il faut entretenir ce camp, on viendra chercher l'argent dans nos poches et dans nos porte-monnaies. Herman avait la parole, mais vous ne pouvez pas à cause de... Oui, très bien. On termine avec vous, Daouda. Oh, désolé, mon Herman chéri. Désolé. En fait, très rapidement, ce que j'aimerais dire, c'est que une coopération avec un État, en la vérité, que le fait que les forces armées françaises aillent former les soldats ivoiriens à l'aviation, je pense que nous n'avons pas d'expertise dans certains domaines. Et pour moi, il n'y a aucun mal à aller demander à avoir l'expertise d'un autre pays, en fait. Aujourd'hui, quand moi, souvent, il y a des soldats que je suis sur les réseaux sociaux, mais je vois des pilotes, des parachutistes qui font des stages à l'étranger, qui reviennent, qui viennent partager leur expérience. Parce qu'aujourd'hui, cette guerre à laquelle nous faisons face, nous ne pouvons pas la gagner seul, Christelle. C'est main dans la main. Donc c'est le lieu pour moi d'appeler les autorités burkinabées, maliennes, à revenir à de meilleurs sentiments, que tout le monde, main dans la main, on puisse lutter contre le terrorisme. Merci. Mais aussi que l'ordre constitutionnel soit aussi rétabli. Merci beaucoup, Daouda. En seconde partie, nous allons donc recevoir le président de l'Association nationale des aviculteurs modestes de Côte d'Ivoire, l'engagement pour le développement de ce secteur en Côte d'Ivoire. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Herman, Marius, Daouda sont toujours en notre compagnie. Il nous a rejoint M. Nyame, c'est cela? Oui, c'est ça. M. Nyame Kwasi Victor. Vous êtes le président de l'Association nationale des aviculteurs modestes de Côte d'Ivoire. Et avec vous, on parlera de l'engagement pour le développement du secteur avicole de notre pays. Alors, je suis un peu intriguée par le nom de votre association. Vous êtes l'Association nationale des aviculteurs modestes. Pourquoi modeste? Le mot modeste, pour pouvoir regrouper tous les aviculteurs, les petits comme les grands, sinon c'est tous les aviculteurs en Côte d'Ivoire qui sont réunis au sein de l'association. Mais pourquoi ne pas mettre agriculteur simple et vous rajoutez le mot modeste? C'est sur la forme, pas sur le fond, pour pouvoir regrouper tout le monde, comme j'ai dit, pour que les petits comme les grands, tout le monde se sentent à l'aise dans l'association. Très bien. On va aller aux questions de nos amis ou aux commentaires. Très Commençons rapidement. par vous, Daouda. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, à un moment donné, les gens consomment beaucoup de poulet surgelé. Est-ce qu'avec aujourd'hui, quand on regarde l'échiquier national, est-ce que les aviculteurs arrivent à nourrir toute la Côte d'Ivoire? Actuellement, les aviculteurs arrivent à nourrir la Côte d'Ivoire, mais n'arrivent pas à nourrir 100% la population ivoirienne, puisque la population est très galopante et la population ivoirienne commence à connaître le poulet. Avant, les gens ne s'y intéressaient pas trop, mais maintenant, les gens connaissent le poulet à cause de la viande de brousse qui commence à se faire rare. Mais deuxième question, même si tu Oui, permets, allez-y bien rapidement, entendu. Daouda. Parce que là, je vais me jouer les écologistes sur ce sujet-là. Très bien. Comment? Très bien. Ah, merci. Je suis sur cette trace. Pour dire que, comment est-ce que, avec quel type d'aliment vous nourrissez cette volaille-là? Oui. Ce sont des aliments industriels. Industriel. Bien sûr. Est-ce que après, il n'y a pas un danger pour l'humain? Bon, avec les études des docteurs, il n'y a pas de danger sur la santé humaine. Très bien. D'accord. Herman, question avant Mon Marius. véritable souci, on a essayé
cette production-là, pour faire l'élevage, pour faire les poulets et autres. Le véritable problème, c'est que souvent, on parle de poussins de 28 jours. Souvent, ils ne sont même pas en maturité et puis ils sont sur le marché. Même quand on va acheter les poulets de chair et autres, tu sens qu'il n'y a même pas, ils ne pèsent pas et autres. On les gave de nourriture, des poussins de nourriture, et à un moment donné, on les libère. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de risque de santé à la longue sur les populations qui consomment? Puisque finalement, c'est ce qu'on trouve sur le marché, dont tout le monde s'en sert. Bon. Selon les études des docteurs, actuellement, il n'y a pas de danger réel à la consommation du poulet, seulement qu'il y a des parties comme des os et le foie qui ne sont pas conseillés à la consommation, étant donné que les produits entrent dans le foie et dans les os. Donc, vous pouvez manger bien la chair du poulet, mais ne pas broyer les os et ne pas manger aussi le foie du poulet. Vous voyez que vous venez de m'apprendre ça. Également aussi... Il va reprendre ce qu'il dit, est très important. Attendez, n'allez pas très vite. Non, je voulais vous dites que vous ne conseillez pas de manger la chair... des os et le foie. Pourquoi? Parce que les produits, étant donné qu'il y a des produits, les antibiotiques, pour ne pas que vous soyez exposé aux antibiotiques, il ne faut pas consommer, puisque le produit que les poulets consomment logé dans la moelle osseuse. La moelle osseuse, dans les os et dans le foie. Donc, on ne s'est pas conseillé de manger ces parties. Également, il y a des délais d'entente sur les produits. C'est-à-dire, si je sais qu'ils doivent vendre mon poulet en une semaine, il y a des produits où il ne faut pas donner. Donc, on regarde le délai d'entente avant de donner le produit. Mais d'autres respectent et d'autres ne respectent pas. C'est pour ça qu'on vous conseille de ne pas consommer ces parties. Très bien. On revient à vous, Herman, le temps que vous passiez votre surprise. Marius Komoué? Non, écoutez, moi, je suis de toutes les façons ces dossiers-là depuis, comme je vous l'ai toujours dit. Là encore, vous êtes au cœur de ce dossier. Mais attendez, quand on parle de production animalière, nous faisons des propositions justement au ministère en charge de cet important département ministériel. Il n'y a pas que l'aviculture. Il y a aussi la question donc, de l'élevage des bœufs, des moutons. Sinon, comment comprendre qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a tout pour produire du bétail et nourrir ses populations en dehors, par exemple, du poulet, parce que ça a été un combat également pour qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire s'engage dans la production du poulet avec des leaders comme Jean-Marie Aka et tout ça. Voilà. Et donc aujourd'hui, si nous en sommes arrivés là, il va falloir que nos gouvernants continuent, parce que c'est un ministère aussi assez important, le ministère des Ressources animales et des productions halieutiques, qui est doté de budgets, qui émane du pouvoir d'achat des Ivoiriens, donc des taxes et impôts des Ivoiriens. Mais quand on fait le bilan des activités de ce département ministériel, on importe des bœufs, on importe des moutons. La Côte, regarde les pays où, en plus, les pays où on importe ces animaux. Vous prenez le Niger, vous prenez le Burkina, vous prenez le Mali, mais des pays totalement enclavés, qui n'ont même pas accès à de l'herbe fraîche. Les moutons, les bœufs, c'est de l'herbe fraîche qui doit brouter. Restons sur les poulets. Oui, mais même, je reviendrai. Donc, c'est tout ça là que nous... Parce qu'en fait, la vie chère, c'est tout ça. Il faut qu'on arrive justement à produire plus de poulets, à tourner le dos à l'importation justement des poulets congelés. Ça donnera du travail aux Ivoiriens. C'est ça aussi, réduire le coût de la pauvreté. Bon, en fait, je voulais faire juste ce développement pour ramener les uns et les autres à cette compréhension. Parce que moi, je n'arrive pas à m'expliquer qu'un pays comme le Niger, le Burkina, qui sont des pays totalement enclavés, qui n'ont pas une bonne saison pluviométrique, qui n'ont pas de l'herbe fraîche, et ils produisent des bœufs, des moutons, ils viennent nous nourrir. Nous, on a tout ici, des herbes fraîches, et on est incapable de produire du poulet, de produire des moutons et des bœufs. Je voudrais vraiment, messieurs, que nous puissions rester sur notre sujet. Il est le président de l'Association nationale des aviculteurs de Côte d'Ivoire. La problématique des bœufs et des moutons, on pourra en parler un autre jour. Je vous en prie, Christelle. Restons sur son sujet, à l'effet de une question, c'est justement sur son sujet. Tout à l'heure, on a parlé de production. Mais moi, je pense qu'il y a quand même une petite mafia, je dirais une grande mafia, dans la distribution, dans la vente. Parce que, croyez-moi, je sais que quand j'ai essayé de faire cette activité, lorsque mes poulets étaient à 28 ou 45 jours, je ne pouvais vendre qu'à souvent 1500 francs à des personnes. Mais sur le marché, on voit qu'on nous vend des poulets à 4000 francs et autres. Donc, expliquez-nous comment ça se fait. Qui vend sur les marchés
Pourquoi vous n'arrivez pas à contrôler le prix de des produits de vos élevages sur les marchés? Est-ce que vous arrivez déjà à réguler la question au niveau de votre association? Bien sûr, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles l'association est née. Parce que réellement, aujourd'hui, si vous partez même sur les réseaux sociaux, vous allez voir que les agriculteurs se plaignent réellement du coût de vente du poulet. Vous allez finir de produire des poulets sur 30 à 35 jours et vous en sortez avec 200, voire même 150 francs sur le poulet comme bénéfice. Wow. Et donc, c'est vraiment le problème actuel, étant donné que dès la crise du Covid-19, on a connu l'augmentation des prix des matières premières. Les aliments sont passés, je dirais, de 16 000 les intrants et les aliments sont passés autour de 16 000 à voire même 19 000, 19 500. Et le prix du poulet est resté toujours à 2 000 francs. Étant donné que nous ne sommes pas organisés, disons qu'il y a des organisations, mais il n'y a pas réellement la volonté ni des actions. Et donc, nous avons décidé réellement de nous unir afin de pouvoir aller vers ces personnes qui produisent les intrants, les aliments, négocier pour avoir des prix abordables. Également aussi s'asseoir avec le ministère, s'asseoir avec ces acheteurs qu'on appelle les grossistes, aussi avec les agriculteurs et les vétérinaires, étudier le coût de la production du poulet afin qu'on puisse fixer un prix. Parce qu'aujourd'hui, comme il le disait, le bœuf a un prix. Quand vous partez, le prix du poulet... C'est régulé. Oui. Un prix, le poisson, le kilogramme, on a le prix. Même le porc, on a un prix. Mais le poulet, vous allez prendre de 1,5 kg à 2 kg, on va vous dire le même prix de 2 000 francs. Alors que ce n'est pas normal. Donc, il faut qu'on puisse s'asseoir et réfléchir pour dire le poulet, on vend à quel poids et à quel prix. Donc, c'est pour toutes ces raisons que l'association est née. Et dès, je dirais, août, nous allons nous réunir avec tout cela, qui sera notre assemblée générale, et nous allons débattre sur ce sujet. Oui, donc, vous reconnaissez avec, vous conviendrez à moi que finalement, ce sont les revendeurs qui se sucrent sur le dos de votre activité. 100%. Est-ce que justement, lorsque vous avez lancé l'appel pour l'association, est-ce que vous avez eu de nombreux agriculteurs qui sont venus? Bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes nés depuis le 28 août 2024. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 1150 membres qui viennent au fur et à mesure. Et on pense qu'il y a d'autres, puisque c'est de la communication. D'autres sont là, mais ils ne sont pas informés. Et c'est la raison aussi de notre présence ici, afin que d'autres puissent savoir qu'il y a l'ANAMSI qui est venu, qui veut poser des actions et agir réellement. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, mais il faut aussi de la volonté et des actions. Alors, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous ces agriculteurs qui sont sur toute l'étendue du territoire sont avec vous? Présentement, nous sommes dans 56 départements. 56 départements, très bien. Herman, vous aviez une question? Oui, je peux poser allez-y. Une question. Parce que cette activité m'intéresse. Parce qu'aujourd'hui, quels sont les gros producteurs ivoiriens dans votre activité et à quelle capacité on peut aujourd'hui fixer les éleveurs modestes, les agriculteurs modestes? Les capacités, il faut dire que, si j'ai bien compris la question, les agriculteurs modestes, nous avons des agriculteurs de 500 têtes et à Imblécro, nous avons des agriculteurs même qui ont plus de 150 000 têtes. À Imblécro, 150 000. Donc, nous avons des membres qui sont à 500 têtes, disons, et d'autres même qui vont à 150 000 têtes, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il disait, tous les têtes sont confondues. Nous sommes tous regroupés au sein de l'association. Alors, qu'en est-il justement de la formation? Vous avez parlé d'un point tellement capital qu'il ne faut pas, avec les intrants industriels, il ne faut pas manger les os et le foie du poulet. Qu'en est-il de la formation et de l'information? Déjà, la formation à votre sein et l'information aux populations, justement, sur ces pratiques à ne pas faire. D'accord, la formation fait partie de la clé même de l'association parce que sans la formation, on ne peut pas se développer. Et la personne même qui a l'information, qui n'a pas la formation, ne peut pas se développer. Et l'élevage est une activité qu'il faut mettre assez de sérieux. Aujourd'hui, si nous produisons les poulets et que moi je suis bien mes poulets et l'autre ne suit pas bien, que nous sommes dans le même département, à cause du fait qu'il n'est pas formé, les maladies chez lui peuvent venir contaminer facilement mes poulets. Donc, nous invitons tous ceux qui veulent adhérer à ce métier à se former au maximum et s'informer au maximum. Et donc, au fur et à mesure, chaque mois, nous avons créé plusieurs plateformes où nous échangeons même régulièrement, afin que dès qu'il y a des informations, chacun puisse être au courant et prendre des décisions. Parce qu'il y a des maladies virales qui contaminent à tout moment.
Mais si tu es formé et que tu as l'information, tu entends qu'il y a telle maladie, étant donné que tu n'es pas formé, tu ne prendras pas de précautions. Donc, il faut que la personne soit formée et dès qu'il y a une information, il puisse prendre des précautions pour éviter cela. Sinon, on a vu le cas des grippes aviaires qui avaient pris toute la Côte d'Ivoire. Mais si les gens étaient vraiment formés, ils pensent qu'ils allaient pouvoir circonscrire la maladie. Mais étant donné que les gens n'étaient pas formés, la maladie a gagné tout le territoire national. C'est pour ça qu'on met l'accent réellement sur la formation au sein de la NAMSI. Très bien, Daouda. Bon, ma question, quand vous êtes dans une fêtière d'aviculteurs aujourd'hui, imaginons tant soit peu que je sois intéressé par l'aviculture, est-ce que l'accès au prêt bancaire est facile? Et en tant qu'association, qu'est-ce que vous comptez faire pour que vos membres puissent avoir accès à tout cela? Merci pour la question. Il faut dire qu'aujourd'hui, les banques ne font pas vraiment confiance aux aviculteurs, étant donné que c'est un métier vraiment à risque. Les poulets, en moins de 2 jours, s'il y a une maladie virale, vous pourrez perdre plus de 80% de vos cheptels. Donc, les banques ne font pas trop confiance aux aviculteurs. Et beaucoup d'aviculteurs également ne sont pas constitués en entreprise. Une personne qui existe, qui n'a pas de carte d'identité, on ne peut pas te faire confiance. C'est ça. La même chose aussi, si tu fais ton élevage et que tu n'es pas constitué en entreprise, une banque ne peut pas t'octroyer des financements. Et donc, le 28 octobre même, novembre, excusez-moi, nous avons eu une formation avec le FDFP qui amène les membres de notre association à se structurer afin qu'ils puissent bénéficier des formations et aussi des financements. Donc, pour pouvoir bénéficier des formations, il faut exister au plan national ou bien, comme on peut le dire, il faut exister. Structurel, bien sûr. Et exister, c'est de créer son entreprise. Donc, déjà, nous sommes en train de travailler même avec le FDFP afin que nous puissions régler ce problème. Oui. Quelle est votre démarche pour que la Côte d'Ivoire ne fait plus recours forcément à l'importation de la volaille pour qu'on soit suffisamment, pour répondre aux besoins des populations ivoiriennes? Est-ce que vous avez une démarche de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit autosuffisante dans votre secteur? Bien sûr. Il faut dire que tout part de la volonté. Je pense que le sommet de l'élevage du 24 novembre passé, c'est le Brésil qui était à l'honneur. Et on importe beaucoup de la viande du Brésil. Et tout cela s'est passé, il y a eu de la volonté là-bas. Et comme je l'ai dit, tant que nous allons faire des formations, tant que nous allons avoir des informations et que nous ne passons pas à l'action, on ne pourra jamais atteindre les objectifs. Et donc, nous avons voulu même lutter contre l'importation du poulet. Mais pour pouvoir lutter contre ça, il faut pouvoir satisfaire la population. Si aujourd'hui tu arrêtes, tu dis d'arrêter d'importer des poulets et que tu n'arrives pas à satisfaire la population, ce n'est pas intéressant. Et donc, nous amenons les aviculteurs à se former et informer les gens aussi, parce que ce n'est pas seulement dans les villes qu'il faut faire l'élevage, aussi dans des villages, dans certains endroits, puisque la viande de brousse disparaît du jour au lendemain. Il faut pouvoir amener cela. Également, vous allez voir dans nos statuts et règlements, nous allons partir vers des personnes dans les départements, dans des villages, pour les former et aussi donner un peu d'aliments, un peu de poussin, afin qu'ils puissent s'autosuivre en production animale. Très bien. Alors, on termine avec vous, Marius. Un dernier mot, il nous reste... Non, je suis totalement d'accord avec vous. Lui, il a utilisé des mots qui sont importants. Il faut véritablement tourner le dos à l'importation d'un certain nombre de produits, ne serait-ce que pour retrouver notre souveraineté alimentaire. Or, dans le cas d'espèce, la Côte d'Ivoire continue de traîner les pieds, tant au niveau de l'aviculture, du secteur avicole, pardon, tant que des autres secteurs d'activité. Et il faut bien vraiment que le ministère en charge des ressources animales retrouve toutes ces lettres de noblesse et permette à la Côte d'Ivoire de ne plus confier son ventre à l'étranger. Pour terminer, un contact pour tous ceux-là qui aimeraient rentrer dans le secteur ou qui sont déjà aviculteurs et qui n'étaient pas informés de l'association. Excusez-moi, pour terminer, si vous me permettez, nous avons une grande formation ce samedi 22 février à la salle de la COPEC d'Abobo où nous invitons tous les aviculteurs, que vous soyez de l'association ou pas, si vous êtes aviculteur, nous vous invitons. Il y a 2 grands formateurs, Dr Akissé qui est un docteur incontournable dans le domaine, qui va parler des clés de l'élevage pour réussir son élevage, et M. Benazi Konaté aussi, qui va parler aussi de comment rentabiliser son élevage. Et donc, nous invitons tous les aviculteurs à y être. Pour pouvoir nous contacter, vous pouvez appeler le 07 48 41 46 07.
07 48 48 46 46 41 07. 07. Merci beaucoup, Président. Merci d'être venu. Monsieur Niamé Kwasi Victor, président de l'Association des agriculteurs modestes de Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Merci. Et très belle activité à vous. Ça se passera donc du côté de la COPEC à Abobo Et c'est le ça. samedi prochain. C'est ça. Merci d'être Merci, venu. madame. Les amis, merci beaucoup. Marius Komoé, Daouda Koulibaly, Herman. Portez-vous mieux, Herman. Merci. On se retrouvera donc demain. Vous aurez Maquisard tout à l'heure. Ensuite, n'oubliez pas, le vrai match. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.